Comment inculquer des valeurs masculines à nos fils dans cette société profondément féminisée et qui méprise la virilité? Très bonne question, Harry. Moi, j'ai pas spécialement de réponse là-dessus. Je vais laisser peut-être les gens réagir sur le Discord. Je me sens pas très inspiré là-dessus. Mais c'est un sujet super intéressant. Est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre à Mustapha? Ou est-ce que ça l'inspire? Ouais, moi j'aurais peut-être, Inch'Allah, alors juste un élément de réponse. C'est quelque chose qu'on dit souvent sur le serveur. Moi, je crois beaucoup en la force de l'exemple. Je crois beaucoup que, notamment dans la jeunesse, je pense que le frère parle notamment des jeunes, donc des enfants, jeunes adolescents, préadolescents, etc. Je pense que c'est une période où on est très sensible, on cherche à s'identifier via des modèles. Et je pense que présenter des modèles, alors on parle des modèles notamment issus de notre communauté, des modèles de guerriers, des gens comme, moi, je cite souvent Malcolm X, Mohamed Ali, qu'Allah fasse miséricorde, enfin des gens comme ça. Je pense qu'en présentant des modèles forts et incarnant nos standards de virilité, parce qu'il faudrait aussi définir ce qu'est la vérité, chacun a ses standards, mais je pense que par l'exemple, ça peut permettre aux jeunes de s'identifier à des modèles forts et à essayer de suivre leur pas à ce niveau-là, je pense. Ouais. Là, tu as dit des choses super intéressantes. Les modèles, par exemple. Parlons des modèles à travers l'histoire. Dans l'Antiquité, vous savez, les modèles qu'on donnait aux jeunes dans l'Antiquité, c'était des héros de guerre. C'était des gens qui brillaient sur les champs de bataille, c'était des héros spartiates, c'était des héros vous savez, qui étaient tirés de la littérature d'Homère, de l'Odyssée, etc. C'était des Hannibal Barca pour les Carthaginois, c'était de grands gladiateurs à Rome, c'était, je sais pas, chez les Celtes, des mecs, on en a fait des séries entières, hein, Ragnar Lodbrok, etc. C'est des légendes scandinaves vous savez, qui servaient d'exemple un peu pour un peuple. Nous, dans notre jeunesse, c'était quoi les exemples qu'on nous avait donnés, honnêtement? Et ça va, franchement, on a eu des exemples claqués, mais c'était pas les pires. On a eu Charles Ingalls, La petite maison dans la prairie, alhamdoulilah. Franchement, je suis parti d'une génération où on a connu La petite maison dans la prairie. Les 2000, là, je pleure pour vous, parce que vous n'avez pas connu ce plaisir de regarder une série pareille déjà en famille. Aujourd'hui, c'est impossible de regarder une série en famille sur Netflix ou avec la télévision. À l'époque, Charles Ingalls, c'était le papa viril, qui était religieux, qui allait à l'église. Sa femme, Caroline, elle portait une espèce de chapeau qui était un peu un voile qu'elle portait quand elle allait à l'église. Laura, Marie, voilà, elle était toute sage, toute machin, tout. Il y avait zéro truc chelou, il y avait zéro dragouille, c'était propre. Quand Almanzo, il va demander la main de Laura, son père, il lui dit, écoute, tu reviendras dans 3 ans, le jour où t'auras fait quelque chose de ta vie, machin. Mais c'était des exemples de ouf. Ça a été formateur pour nous. Franchement, ça va, hein. Quand j'étais gamin, c'était quoi aussi? C'était les premiers films les premières animations, les premiers japanimes, pardon. C'était DBZ, c'était voilà, tout n'était pas parfait à l'époque, mais DBZ, qu'on le veuille ou pas, c'était ultra viril. Voilà, tu voyais des mecs costauds se fracasser à mort. Tu vois, Vegeta qui va défendre Bulma, Son Goku qui va défendre Chichi. Il y avait des exemples comme ça qu'on avait lorsqu'on était jeune, qui étaient un peu formateurs. Évidemment, on avait aussi nos parents, qui étaient les exemples directs qu'on avait, qui eux avaient eu une éducation un peu à l'ancienne, et qui étaient un peu ancrés dans l'islam, ils savaient que c'était important. Mais ça, c'était un peu les exemples qu'on avait quand on était jeune, et qui nous ont donné des notions de virilité, pas parfaites. Hamza, coupe ton micro, s'il te plaît. Je suis en train de... Barakallahu fik. Donc ça, c'était les petits exemples de virilité qu'on avait. Bon, c'était pas parfait, encore une fois. Mais on avait quand même quelque chose qui était lié à quelque chose d'ancien. La guerre, le combat, le fait de s'occuper d'une famille. Il y avait des exemples comme ça, même dans la culture occidentale qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, l'exemple qu'on donne aux gens, c'est Bilal Hassani. C'est les Marseillais à Cancun, en Thaïlande, à Pattaya, je sais pas où, là. C'est Jul, c'est... tu vois, c'est des Instagrammeurs qui se rasent à blanc, qui font des épilations du maillot, qui se filment à Dubaï. Bon, c'est ça les exemples, malheureusement, qu'on donne aux gamins. Et forcément, la génération qui en découle, c'est quoi?
Je la nommerai pas parce que tout le monde la connaît. Mais voilà, la génération Bilal Hassani, c'est la fin d'une époque. Voilà, ça sonne la fin d'une époque. Tu voulais dire Hamza tout à l'heure? Je voulais dire aussi à une autre série qui peut viriliser les mentalités, c'est par exemple les séries comme, enfin bon, c'est un peu un titre de shirk, mais Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, ou même la série turque islamique Diriliş Ertuğrul, par exemple les séries guerrières du Moyen Âge, ou par exemple, ou celle de la série par exemple ou non pas une série mais un film sur, par exemple Khalid ibn comment il s'appelle déjà? C'est une série contre les Byzantins, par exemple. Ah, les Oui, chroniques de voilà, par Omar. exemple, ces références-là, par exemple, que la jeunesse devrait avoir. Là, il y a une partie des séries que tu as citées, elles sont quand même empreintes de LGBTisme, mais je vois ce que tu veux dire. En gros, t'as des séries aujourd'hui qui sont encore dans ce truc tu sais, des séries un peu épiques sur l'histoire. Est-ce que vous m'entendez toujours sur le chat? Il y a eu un petit freeze chez moi. Est-ce que la connexion est bonne? Ça n'a pas coupé chez vous? Oui, il y a eu une petite coupure, ouais. Ouais, désolé. Ça venait de chez moi, je pense. Ouais, 5-5, impeccable. Donc je disais, oui, aujourd'hui, il y a encore quelques séries qui sont faites avec des histoires un peu épiques, qui parlent de guerre, qui parlent de conquête, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt vers ce genre de choses dans la culture qu'on devrait viser. Après, je sais, ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est vrai que, ouais, il y a certaines séries qui gardent un peu cet esprit un peu archaïque dans le bon sens. Maintenant, le truc qu'il faudra apprendre aux enfants, ce qui est une évidence en fait pour nous, mais c'est le fait d'apprendre sa religion. Parce que la virilité, c'est ce qu'avait dit Yazid tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé l'être humain, il a créé Adam alayhi salam, et il nous décrit comment il a créé l'être humain. Il nous décrit comment il l'a créé, et il nous décrit l'histoire des êtres humains à travers les siècles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit ce que c'est que la virilité. Comme tu as dit Yazid tout à l'heure, la virilité, ça dépend de où tu te places. Un homme viril en Occident, c'est pas un homme viril en Orient, c'est pas non plus la même notion de virilité en Asie, c'est pas la même notion de virilité ailleurs. En Occident, un homme viril, il peut être homosexuel. Il n'y a rien d'incompatible en Occident à ce qu'un homme homosexuel soit en plus viril. C'est comme ça. Dans d'autres cultures, le simple fait qu'un homme aille avec un homme, c'est déjà une femme. Vous voyez, dans d'autres cultures, c'est différent, etc. Mais en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il va définir ce que c'est que l'homme. Et la virilité islamique, elle passe d'abord par le comportement. Et tu as totalement raison. Là où des gens vont commencer immédiatement à parler de virilité lorsqu'on va parler d'aspect extérieur, de la barbe, machin, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle beaucoup plus du comportement quand il parle de virilité que d'aspect extérieur. Mais l'aspect extérieur, il est pris en compte. Le fait que la barbe, par exemple, ce soit une sunna fard, ce soit une quasi-obligation, une obligation dans le sens où c'est logique en fait. La barbe, c'est le prolongement naturel du visage d'un homme. Quand un mec se rase à blanc, ça se voit que c'est pas naturel. Il a une tronche, c'est pas la même quoi. On le ressent un peu tous. C'est comme quand une femme se tond les cheveux et se fait une boule à zéro, il y a un truc qui cloche. Visuellement, ça se voit, il y a un truc qui est pas normal. Dans le comportement, c'est pareil. La fitra de l'homme, Allah, il l'explique dans le Coran, c'est le fait d'être soumis à Allah, c'est le fait de protéger sa famille, de se sentir conscient de l'autorité dont Allah t'a donné pour gérer ta famille, protéger ton épouse, tes enfants, les élever, les préserver, être équitable, être charitable, être bon, s'inquiéter de ton voisin, de la santé, etc. Tout ça, c'est ce qui forme aussi la virilité d'un homme. C'est un peu le comportement qu'avaient nos anciens au Maghreb. Aujourd'hui, c'est un truc malheureusement qu'on perd en Occident. Mais le premier modèle de virilité qu'on a, c'est les messagers, les prophètes, et notamment le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. C'est un exemple de virilité conforme à ce qu'Allah a défini pour les êtres humains. Et les compagnons d'ailleurs du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Quand on lit les récits des compagnons, ce que disait alors Hamza avec des séries qui en parlent, quand on voit le comportement d'Abu Bakr Sadiq, c'était un vrai homme viril. Abu Bakr Sadiq, c'était quelqu'un qui au début de la révélation, ça a été un des premiers convertis en plus à l'islam, mais au début de la révélation, c'était quelqu'un qui, lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam faisait salat et qu'il posait son front sur le sol, lorsque certains des Quraysh venaient s'en prendre à lui pendant qu'il faisait la prière, et notamment une ordure qui lui avait posé son pied sur le cou, qui est en train de l'étouffer par terre,
Abu Bakr Sadiq, il n'a pas eu une seconde d'hésitation à marave et pousser les gens qui étaient en train de s'en prendre à lui. Qui d'ailleurs après à se faire lyncher, soit dit en passant. Donc ça, c'était un exemple de virilité. Le fait d'aider son frère contre des gens qui s'en prennent à lui, c'est un exemple de virilité qu'on oublie aujourd'hui. Et il y a plein de petites choses comme ça. Le fait de préserver... Il y avait Alain Soral dans un de ses bouquins, je ne sais plus si je l'ai encore, mais c'est dans son abécédaire. Bon, Alain Soral, pour une grande partie de ce qu'il raconte, ça reste un beauf. Mais il avait donné une définition dans son abécédaire du macho. Et il avait dit qu'un macho, c'était un homme viril à l'ancienne, qui se sentait responsable de ses enfants et protégeait sa famille. En fait, le macho qu'on décrit en Occident, genre le mec un peu has-been, un peu arriéré, qui pense à sa famille et machin, bah en fait, c'est un peu l'homme archaïque qu'on devrait retrouver. L'homme moderne qui s'épile, qui est obsédé par son ego, par lui-même, par ses pensées, qui se féminise de plus en plus, il dégoûte les femmes en réalité. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, mais c'est un modèle qu'on essaie d'imposer aujourd'hui. Eh ben, en revenant à l'islam, on revient aussi à des évidences sur la virilité de l'homme et surtout aussi sur la féminité de la femme. Parce qu'on redevient un homme en se rapprochant d'Allah et de sa révélation, et une femme redevient une femme lorsqu'elle se rapproche de la parole d'Allah et de son Créateur. Donc c'est évident qu'il faut revenir d'abord à l'islam, et ça va tout seul, en fait. On réapprend ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, à travers la parole du Créateur. Ce qui est une évidence. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter autre chose ? Enfin, même aussi, on voit bien que c'est par rapport au comportement, parce que dans le fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme fort, c'est pas celui qui est le plus fort en lutte, il dit bien que c'est celui qui maîtrise sa colère. Donc en ça, le comportement, c'est très important. L'aspect extérieur, savoir se battre, etc., sert à rien du tout. Ah, rien du tout, je n'irai pas jusque-là, mais c'est pas ce qui est le principal. C'est ça que tu veux dire ? Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Je vais un peu trop vite. Oui, non, mais t'inquiète pas, j'avais compris instinctivement. Oui, c'est ça, c'est que ça passe par le comportement. La virilité, c'est avant tout le comportement. C'est un état d'esprit, la virilité. C'est pas un truc extérieur. Barakallahu fik, Movie French. Merci à toi. D'ailleurs, vous savez, il y a un délire, moi, que je trouve ultra féminin, mais qui en Occident a toujours été considéré comme un truc très viril. C'est, vous savez, les gens qui font du culturisme, là, les bodybuilders, les mecs qui se mettent en string, qui se mettent de l'huile sur le corps, qui prennent des poses là, de fiotas devant la caméra, devant les... C'est ça, à une époque, on disait que c'était le summum de la virilité. Il n'y a rien de plus répugnant que ça, quoi. C'est horrible. Et c'est comme d'ailleurs certains mecs qui font de la muscu. À l'époque, quand les gens se musclaient, c'était lié à un entraînement martial. Un entraînement qui servait à se défendre et à faire la guerre. À l'époque, tu développais tes capacités physiques parce qu'à la fin, ça allait te servir d'outil pratique sur le champ de bataille. T'as des mecs aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, les Thibaut InShape, vous voyez ce que je veux dire ? Les Thibaut InShape, les machins, là. Je les connais pas tous sur Internet, mais c'est des mecs, c'est des femmes en fait, des vraies femmes. Ils se rasent tous à blanc, et ils ont tous des trucs ultra méga serrés, ils sont obsédés par leur image, ils font 12 000 selfies comme le... Bon, tu te dis, il y a un souci. Mais pour eux, dans leur tête, c'est la virilité. Et je dis pas d'ailleurs qu'avoir un beau corps, c'est pas bien. Au contraire, c'est bien de s'entretenir, d'avoir des muscles, et ça me dérange pas. Mais vous voyez, il y a une idéologie qui est liée à ça, qui est très féminine. J'allais dire féministe, mais féminine. Et inversement d'ailleurs, pareil dans ce domaine-là, les meufs qui font de la fitness, qui arrivent avec des pectoraux, tu sais, elles ont plus de poitrine, mais elles ont des pecs en fait. Elles ont des trapèzes, elles ont des bras, ils font mes cuisses. Tu sais, je l'appelle mon frère en fait, la meuf. C'est mon frère. C'est pas ma sœur, c'est pas ma... Il y a un truc de bizarre. Encore une fois, je dis pas que faire du fitness, s'entretenir, c'est pas bien. Au contraire. Mais vous voyez qu'il y a un délire. Parfois, c'est la féminisation de l'homme qui passe sur ce genre de truc, ou la virilisation, ou la masculinisation de la femme en passant par le fitness et les abdos. Et calmez-vous. Voilà. Prenez soin de vous, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Un petit peu. Hein. Ouais, des protéines, dopage, etc. Ouais. Ah ouais. Même. Dis-nous. Mais à un moment, ça devient un peu de l'idolâtrie de penser qu'à son corps. Donc en ça, c'est pas bien dans deux cas. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien même le truc. Ouais, c'est ouais, ils sont obsédés par leur. En plus, on te sort des phrases du style le corps est un temple, je sais pas quoi. Oui, t'en as, ils ont des rituels, c'est la musculation, ils sont obsédés, il y a même, je regardais un reportage d'ailleurs sur les mecs qui faisaient du culturisme. T'avais un gars qui disait qu'il aimait pas manger. Il aimait pas manger. Pour lui, manger, c'était comme une sorte de carburant. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand vous regardez les plats que se font les gens qui s'occupent de qui vivent à travers leur corps, en fait, qui font du fitness, machin, en fait, ils mangent même plus. On dirait des imprimantes. On dirait ils mettent des cartouches d'encre et jusqu'à que ça s'arrête, ils en remettent une autre. Ils se font pas des plats. C'est comme on dit les autres. Ils achètent d'immenses bocaux de protéines qu'ils mélangent avec machin. Ils surdosent tout. Ils mangent que du blanc de dinde avec des haricots verts. Et ils prennent même plus de plaisir à manger. C'est la base du kiff. C'est bien manger, alhamdoulilah. Eux, non. Même ce genre de choses naturelles, ils le mettent parfois de côté pour entretenir un corps qui va leur... C'est presque de la prostitution quand j'y pense. Parce qu'ils gagnent de la thune avec leur corps, dans le sens où ils vendent leur corps contre de l'argent. Je dis pas que c'est de la prostitution, mais ça y ressemble beaucoup en tout cas. C'est pas très sain comme façon de vivre. Vraiment pas très sain. Surtout avec les stéroïdes et tout ça. Ouais, t'as des gens qui font des crises cardiaques, qui font des ruptures d'anévrisme, ils se développent des maladies, des cancers à cause des trucs qu'ils prennent. Ouais. Il y a même des fous d'ailleurs dans certains pays où ils se font des injections de synthol. Vous savez, c'est des gens qui ont un corps claqué, un peu comme le mien, mais en pire. Et c'est des gens qui se font des injections de produits très chelous pour faire gonfler artificiellement les muscles. Vous avez dû voir ce genre de vidéos immondes. C'est genre des Russes ou des Brésiliens. C'est des mecs qui sont fous en fait. Les mecs, ils ont des corps de schlag. Comme ils ont la flemme d'aller faire de la vraie muscu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des injections pour grossir les muscles. Et c'est immonde, c'est laid. Tapez simplement injection synthol et vous allez voir plein de vidéos de gars qui ont des bras mais immondes, dégueulasses. On dirait des cuisses de poulet KFC, vous savez. C'est des chicken wings à la place des bras. Et ils sont contents, ils se filment. Et je sais pas à quoi ça sert. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois un peu dans ma tête. Ouais. Et t'as un mec d'ailleurs qui s'est fait tellement d'injections de synthol dans le bras qu'il a eu, je sais pas quoi, une infection, un truc bizarre, il a dû se faire amputer d'un bras. Pourquoi? Parce qu'il voulait flamber sur les réseaux sociaux. Il pensait qu'il allait être stylé devant les réseaux sociaux. Bah voilà, maintenant t'as un bras sur deux. Merci la culture du paraître. GG. Et ils payent le prix. Ouais, c'est ça, ouais. Ils en payent le prix fort, tout à fait. Qui s'est renommé Hulk carrément. Ouais, tu vois, leur héros pour le coup, Adam, c'est même plus des gens, tu sais, des vrais gens qui ont existé. Tu vois, c'est des personnages de comics. C'est des mecs qui n'existent pas. Bruce Banner, dans la vie réelle, il n'existe pas, faut l'expliquer aux gens. Mais en fait, t'as un mec qui voulait devenir Hulk. Ça me rappelle aussi le même genre d'idéologie un peu, tu sais, qui rend les gens un peu fous. C'est les gens qui font de la chirurgie pour ressembler à Barbie ou à Ken. Vous savez, ils veulent ressembler à des poupées. Il y a une femme en Iran, je crois, elle a fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à Angelina Jolie. Tapez, chirurgie Angelina Jolie, Iran. Et vous allez voir, rien que l'image que j'en ai gardée en tête, c'était flippant. C'était vraiment un visage de film d'horreur. Et ben ça, c'est un peu la même idéologie, je pense. On peut l'englober dans le culte, le culte de son corps, l'idolâtrie de son corps. C'est je paye pour me refaire faire la tronche, je vais prendre des protéines pour avoir un corps sculpté, machin. Au final, pourquoi? Pour plaire aux autres. Parce que c'est pour ça, en fait, qu'on fait tout ça. C'est pour plaire aux autres. C'est pour dire, regardez le beau corps que j'ai. T'as des gens sur Internet qui n'ont absolument aucune personnalité, aucun talent. Ils sont pas drôles. Mais ils donnent des conseils, des tutos muscu, parce que c'est un peu la mode, parce que c'est... Et à la fin, ça rend du fou une génération.